réoriente la question d'hospitalité et on découvre une Afrique, en particulier une Côte d'Ivoire, qui est l'espace d'hospitalité. Et donc, Alfred, si vous pouvez nous parler de cette question d'étranger que vous définissez ici, il ne s'agit pas d'un étranger en termes juste de nationalité, c'est une identité de l'étranger beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancée. Et donc, si vous pouvez nous parler un peu de cette idée de l'étranger dans le contexte africain. Merci, merci de me donner vraiment cette opportunité d'échanger sur ce livre. Euh, je finirai peut-être un peu plus tard par les remerciements. Je vais tout de suite donner une réponse à votre question. C'est vrai que dans la culture africaine, on n'a pas vraiment, on n'a jamais vraiment fait de l'hospitalité euh, une, une matière à réflexion parce que ça fait partie des instruments d'ouverture et de communication entre communautés, entre sociétés. Donc, ce qui fait que lorsque vous étudiez, lorsque vous parlez d'étrangers d'ailleurs, ça paraît parfois difficile à catégoriser. Euh, Parce que dans, dans les relations qui se nouent, on part facilement de l'étranger extra-communautaire, donc celui qui vient, qui est hors de la communauté, et son intégration se fait souvent de façon tellement rapide qu'il se mêle à la population et parfois il est difficile de savoir effectivement quand vous entrez dans une famille africaine ou bien même dans une communauté africaine, parfois il est difficile de distinguer qui est le fils, qui est le neveu, qui est le cousin. Donc on parle en général en termes de grande famille et tant que la personne ne vous a pas dit plus tard, c'est en réalité mon neveu, il vous dira toujours c'est mon fils, c'est mon fils. Et le fils aussi dira toujours, le neveu appellera toujours le chef de la famille, c'est mon papa, je suis de tel village, alors qu'en réalité peut-être il est natif d'un autre village. Donc il y a ces liens qui se font et qui font que l'hospitalité est partie intégrante de la façon dont les gens fonctionnent pour pouvoir participer à la reproduction de la société, à la reproduction des liens sociaux. Donc c'est sous cet angle que j'ai abordé cette question de l'étranger. Sauf que on rentre dans des sociétés qui aujourd'hui posent quand même cette question de l'étranger. On sort du symbolisme ou de la pratique sociale pure pour la poser comme une question. Parce qu'on est dans des sociétés modernes où on est régi par la politique, où on est régi par d'autres intérêts qui font que la question de l'étranger émerge. Et on finit par savoir ou par poser la question de qui est-il exactement. Est-ce qu'il fait vraiment partie de la famille? Est-ce qu'il fait vraiment partie de la communauté? Est-ce qu'il fait vraiment partie de la nation en tant que citoyen? Donc, on rentre à partir de ce moment, on rentre dans des questions où on s'interroge sur l'étranger. Donc, en Côte d'Ivoire, ça a été ces 20 dernières années un sujet assez important, je dirais même central dans la crise qui a Hier, on a parlé un peu de l'intervention de l'État dans la question de la construction de l'identité, et l'identité ivoirienne en particulier. Et est-ce que vous pouvez parler un peu de ça, de la relation entre l'État et la construction de l'identité, une identité nationale ivoirienne? Oui, c'est vrai que au sortir de la colonisation, les États naissants étaient donc confrontés à une problématique. Comment est-ce qu'on consolide, comment est-ce qu'on construit notre nouveau État et comment est-ce qu'on construit l'État et la nation en même temps. Et la particularité d'un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a quand même été administrée pendant la colonisation d'une façon particulière. On est donc dans la logique de l'exploitation coloniale. Donc à partir de ce moment, l'administration
l'administration coloniale a fait venir beaucoup d'Africains de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, dans la logique de l'exploitation. Donc, à cette occasion, depuis les années 1920-1930, déjà, ceux qui sont appelés plus tard Voltaïques ou Burkinabés ou Maliens, Sénégalais, Guinéens, sont déjà établis en Côte d'Ivoire depuis une bonne partie des années 20. Donc, lorsqu'on franchit le pas de l'indépendance, la question qui aurait pu être posée n'a pas été posée. C'est-à-dire, ces personnes, est-ce qu'elles sont ivoiriennes, est-ce qu'elles sont sénégalaises, est-ce qu'elles sont guinéennes, est-ce qu'elles gardent leur nationalité. Et pour la première fois, ces deux pays qui deviennent indépendants doivent aussi construire leur nationalité. Qu'est-ce que c'est que la nationalité guinéenne, qu'est-ce que c'est que la nationalité ivoirienne. Donc, on a les premiers codes électoraux et les premiers codes de la nationalité qui sont régis, qui sont élaborés à ce moment-là. Donc, c'est là qu'intervient l'État. Donc, l'État doit définir les contours de la nationalité ivoirienne. Et à ce moment-là, est-ce que l'État intègre ces personnes qui sont établies depuis longtemps, ou l'État leur donne un statut particulier ou les fait transiter. Donc, dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, on s'est retrouvé dans une situation où l'État n'a pas véritablement attaqué, je veux dire de front, n'a pas vraiment légiféré, n'a pas régulé cette question. Donc, on est resté dans une superposition d'un flou où on a donné une sorte de droit, une sorte de légitimité à des pratiques qui sont restées. Donc, on a continué la présence qui avait été régulée par l'administration coloniale. On a plus ou moins continué cela, et le nouveau président, qui a compris que cette politique de l'administration coloniale était positive pour le développement de la Côte d'Ivoire, a continué cette ouverture. Mais sans véritablement s'appuyer sur les instruments ou l'appareil de l'État. Donc, il a donné on va dire des décisions qui n'ont jamais été traduites en loi. Et pourtant, ces décisions, pendant 40 ans, 50 ans, ont fait fonctionner les relations entre les Ivoiriens natifs et les étrangers. Donc, à partir de ce moment, ces étrangers pensent, sur la base de ces règles qui n'ont aucune légitimité, aucune base légale, sur la base de ces règles, pensent que, parce que ce sont des règles qui se reproduisent, parce que ce sont des règles qui sont finies par être légitimées, acceptées par l'État, les personnes pensent que ces décisions sont effectivement des règles d'État, alors que l'État n'a pas vraiment fonctionné de cette façon. Donc c'est là où l'État, une bonne partie de l'État d'ailleurs en Afrique, a fonctionné un peu comme ça, une superposition des lois coutumières, une superposition avec des lois modernes, où on dit qu'il y a une loi moderne, mais ce sont les lois traditionnelles qui continuent de régir les relations entre les individus, entre les communautés. Donc l'exemple typique que je donne dans le livre, c'est celui du foncier, de la terre, la gestion de la terre par exemple, qui est à l'origine, en partie à l'origine de la crise. C'est que des gens se sont donnés des portions de terre, les Ivoiriens, les natifs par exemple, les autochtones, ont donné des terres aux étrangers sur la base de ce qu'on appelle l'économie morale. Donc, vous avez l'étranger qui vient chez vous, vous lui donnez une portion de terre pour qu'il nourrisse sa famille. Okay? Donc, on lui donne les moyens de s'occuper de sa famille. Et après, cette relation, parce qu'elle se reproduit, la personne reste là 10 ans, 20 ans, et elle occupe cette portion de terre, elle finit par croire qu'elle a un certain nombre de droits de propriété qui sont acquis. Donc, ce sont les droits acquis issus de la pratique sociale. Et l'État n'a jamais véritablement régulé cette relation. Ils ne sont jamais allés dans une administration pour dire, voici aujourd'hui, je cède des droits, il achète ou bien je vends, et voici le contrat qui est entre nous, et il est déposé auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture. Ça n'a jamais fonctionné. Donc on est resté sur des arrangements verbaux. Entre-temps, les gens ont travaillé ces terres pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, après, quand l'État veut s'investir pour chercher maintenant à réguler, mettre les choses en ordre, en ce moment, la
je vais faire une transition, mais sans vraiment faire de transition. Je vais vous transitionner vers l'Europe. Je sais que je parle souvent aux étudiantes qui me posent des questions sur la question de l'identité nationale, surtout dans le contexte français, et avec le débat récent sur l'identité nationale. Et votre livre, comme vous le dites vous-même, bien que il s'agit de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, mais les questions que vous discutez s'appliquent aussi à d'autres contextes. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de de l'identité de l'étranger dans le contexte européen, mais surtout, parce que ça intéresse les étudiants ici, dans le contexte français? Oui, ouais, c'est vrai que étant des petits fils de Gaulois nous-mêmes, nos ancêtres les Gaulois, c'est ce qu'on a toujours appris. On ne peut pas parler en Côte d'Ivoire de... on ne peut pas parler de questions ivoiriennes sans faire rapport à la France, tout ça. Et donc, en écrivant ce livre, j'ai quand même essayé de voir le parallèle. Euh, je me disais, mais pourquoi la question de l'étranger est-elle si centrale en Côte d'Ivoire? Pourquoi il y a autant de problèmes autour de l'étranger, de l'immigré en Côte d'Ivoire? Et dans le même temps, je voyais qu'il y avait une sorte d'effusion aussi du débat aussi en France sur l'identité française, l'identité nationale, notamment sous Sarkozy. Donc, cette question n'était pas, je me suis rendu compte que cette question n'était pas seulement ivoirienne, mais qu'elle était aussi une question en France, et puis aussi aux États-Unis, où chaque fois qu'il y a des élections prévues, la question de l'immigration revient au premier plan, se pose. Donc, pour faire la relation avec la France, moi j'étais en 2005 à Genève pour mon postdoc, et on a vu ce qu'on a appelé la crise des banlieues à Paris, où des jeunes des banlieues ont incendié des dizaines, des centaines de véhicules. Et comme réaction à cette crise, à ce mouvement social, le ministre Sarkozy à l'époque, je crois, il était encore ministre, a donc initié un certain nombre de mesures visant à réguler l'immigration. Donc, parmi ces mesures, c'était, donc, on faisait le rapprochement entre un mouvement social interne et la présence étrangère, la présence d'immigrés. Donc, on ciblait justement ces populations immigrées comme étant à l'origine de ces crises-là, de ce mouvement social. Donc, comment réguler? Comment faire pour que ces populations, parce qu'elles posent les questions d'intégration, et l'État est obligé de réagir en disant, OK, nous allons procéder, nous allons réfléchir à la question de l'intégration, mais avant, il faut qu'on sache exactement qui est français en réalité. Qui est français, qui n'est pas français, qui est d'origine arabe, qui est d'origine africaine, subsaharienne. Donc, un certain nombre un train de mesures ont été prises, parmi lesquelles il y avait donc la révision du regroupement familial. Il fallait vraiment faire très attention. Il fallait faire des analyses plus approfondies désormais des mariages entre griffes, parce qu'on sait très bien qu'il y a de faux mariages qui avaient lieu en France. Et puis, toute la question du débat autour des quotas. Il fallait, je crois que le ministère de l'Intérieur se fixait des quotas de renvoi des immigrés aux frontières. Et donc, il y avait des chiffres qu'il fallait atteindre. Entre 30 000 et 50 000 chaque année, il fallait faire des retours des illégaux en France, dans les frontières, enfin, hors de France. Donc, on avait un certain nombre de mesures qui m'ont permis de me reposer moi aussi la question en Côte d'Ivoire. Donc, quelle est la logique ou le contexte qui permet de réviser des politiques d'immigration ou des politiques de l'étranger? Donc, ces contextes, on a la crise politique, on a la crise économique qui permettent de reposer les questions de l'immigration et qui permettent de réfléchir aux politiques d'immigration. Et
je me suis rendu compte que en faisant ce parallèle avec la France, en Côte d'Ivoire, un certain nombre de mesures aussi avaient été prises pour euh, essayer de faire la distinction ou bien de trancher entre les réflexions qui étaient faites. Parce que vous avez des partisans d'une limitation des présences étrangères en France qui pensent que il faut désormais réguler le flux d'étrangers. Vous avez les partisans d'une meilleure intégration et vous avez les partisans de ceux qui pensent qu'il faut les limiter à la frontière, il ne faut même pas les laisser entrer. Okay? Donc, les politiques visent un certain nombre de ces types d'objectifs qui sont euh, développés sur la base des réflexions et qui finissent par se traduire en loi. Et évidemment, ça crée toujours de la discussion, ça crée toujours beaucoup de dissensions entre les leaders politiques ou bien la société civile, des choses comme ça. Donc c'est un peu la même chose que nous avons vu en Côte d'Ivoire à travers ce qu'on a appelé la politique de l'ivoirité, où un certain nombre de mesures ont été prises pour que on puisse réguler le flux d'immigrés. Je finis par dire que, par exemple, pour vous donner une image, la Côte d'Ivoire a officiellement, j'ai eu un article très intéressant de Suzanne sur les statistiques en Afrique. En faisant attention aux statistiques en Afrique, la Côte d'Ivoire fait 26% officiellement d'étrangers, dont peut-être 80% sont de la sous-région ouest africaine. Après les 26% de population étrangère en Côte d'Ivoire, le chiffre, le pays qui est en second plan, c'est le Sénégal avec à peine 1,5%. Donc, vous voyez le gap, vous voyez la différence. Donc, il y a ce qu'on appelle les revendications autochtones qui émergent à l'orée des années 90, où beaucoup de personnes, en conjuguant avec la crise économique, les crises politiques, finissent par dire la Côte d'Ivoire seule ne peut plus continuer d'accueillir l'ensemble de la sous-région. Parce que le système s'essouffle, le mécanisme d'absorption des populations en difficulté dans la sous-région ne peut plus fonctionner. C'est exactement la même chose que j'ai essayé de voir dans la situation en France, où la France se dit, on a des systèmes sociaux, on a des mécanismes sociaux peut-être qui sont attrayants, qui attirent un peu trop les gens. Il faut peut-être les réformer parce que la France, les mécanismes ne peuvent plus continuer d'absorber économiquement, politiquement, tout ce flot de populations subsahariennes qui se débattent tous les jours euh, sur les, les enclaves marocaines pour essayer d'arriver en France. Donc on l'a vu avec la crise en Tunisie où les Tunisiens sont passés par l'Italie et ont voulu aller en France à cause de la langue. Donc voilà un peu le parallèle que je fais en ouvrant justement le débat sur les situations en France. Bon, on sait très bien qu'en France, ça a suscité beaucoup de débats. Une loi qui est prise en France, évidemment, elle est discutée en Afrique tout de suite parce qu'on sait qu'elle a des effets sur les populations africaines. Je ne sais pas, j'ai une dernière question sur votre parcours personnel qui est aussi, enfin, qui inspire certainement votre travail intellectuel, mais je voudrais aussi laisser un peu de temps pour les questions. Euh, donc, je ne sais pas si. Oui, je peux dire rapidement, c'est que je pense que je l'ai dit un peu dans le mail que j'avais adressé à tout le monde pour annoncer la sortie du livre. Je disais que j'avais toujours été considéré personnellement comme peut-être un privilégié parce que je n'étais jamais dans la peau de l'étranger. J'étais toujours dans des séminaires, je dormais dans les hôtels. Donc, je découvrais les pays, en fait, en Europe, un peu partout. J'étais ici en 2006, où j'étais un des African Scholars à Philo. J'étais très content parce que c'était sur des centaines de candidatures. J'avais été sélectionné venant d'un pays francophone. J'étais vraiment content. Je vais dire, j'avais un peu ce petit sentiment de privilège. Et je n'avais jamais véritablement expérimenté le statut de l'étranger. Je, donc,
j'avoue que depuis 2000, la crise ivoirienne en 2010, les allures de guerre civile qu'elle a prises, ont fait que j'ai dû moi-même aller à l'étranger. Donc d'abord dans un pays, l'Afrique de l'Ouest. Et déjà sur la route, j'ai commencé par expérimenter ce que c'était que d'être un étranger quelque part. Quel était le regard qu'on posait sur l'étranger. Okay. Déjà là, sur les routes. Et j'ai vécu 8 mois à Lomé, pendant que j'étais en contact avec Catherine Newbury pour essayer de trouver une solution. Donc, vivre à Lomé 8 mois avec le regard d'autres, cette fois-ci c'est l'Ivoirien qui était vu par des populations de l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous, on avait l'habitude de voir les populations de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire. Mais là, c'est moi qui suis à l'étranger avec ma famille et il fallait essayer de vivre. Il fallait essayer de vivre. Il fallait commencer, il fallait se débattre. Donc, j'ai commencé là à expérimenter ce que c'est qu'être un étranger quelque part ailleurs, par quoi il faut passer, il faut aller faire des déclarations, il faut se faire signaler, il faut apprendre à la limite les routines du pays, okay, comment les gens procèdent. J'ai envie de dire les choses les plus subtiles, même comment dire bonjour. Ça peut être quelque chose qu'on pense automatique, mais tout n'est pas aussi... et j'ai touché, je vais dire, le summum en arrivant ici, en janvier 2012. C'était le grand soleil à Lomé. Et j'arrive ici avec mes enfants, tout le monde est complètement dépaysé, le froid. Ouais, sans vêtements. On a eu la chance, je pense que Catherine et David nous avaient apporté quelques côtes parce qu'il faisait déjà froid. Donc, on avait déjà quelques petits trucs. Bon, mais déjà, pour nous, c'était un grand changement entre la grande chaleur du Togo et le froid d'ici. Et puis, pour les enfants, j'ai commencé à comprendre que ce que j'étudiais moi-même, ce qui était objet d'étude pour moi, je devenais moi-même objet d'étude. Okay. Donc, il fallait, je voyais comment les étrangers se débattaient pour s'intégrer par la langue étant un moyen d'intégration, par le travail étant un moyen d'intégration. Donc, je suis venu, j'ai rencontré le chef de département de français, Eglal, qui m'a donné les rouages, qui m'a expliqué ce qu'il faut faire. Donc, je me suis dit, on reprend à revivre, on reprend de nouvelles choses. Et là, j'ai compris comment ces étrangers ouest-africains qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils expérimentent tous les jours. Euh, aller à la poste, aller faire des déclarations. Finalement, je vais dire, ma propre histoire m'a aussi inspiré en écrivant ce livre. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, si vous avez des questions, on a encore une vingtaine de minutes. Oui. Il y a beaucoup plus d'étrangers en Côte d'Ivoire au Sénégal, par exemple. Mhm. Est-ce que c'est dû en partie, est-ce que c'est vraiment vrai, ou est-ce que c'est dû en particulier à la définition de ces étrangers dans ces pays? Oui, ça je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs débat. Et dans mon livre, ce que je dis, c'est que il faudra à un moment donné passer des chiffres réels, des chiffres artificiels aux chiffres réels. Donc, en Côte d'Ivoire particulièrement, c'est dû au fait que euh, lorsqu'on commence à demander qui est ivoirien, la question devient complexe. Parce que vous avez des gens qui sont nés là et qui n'ont jamais vraiment senti le besoin de faire une quelconque déclaration ou bien de suivre une procédure de naturalisation. Mais ils y sont, comme je l'ai dit dans le cadre des pratiques sociales, ils pensent que parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont vécu là, personne est sous le premier règne, le règne du président Houphouët-Boigny, qui vraiment, on va dire, prenait soin des étrangers. Qui pouvait demander à un étranger? Donc, je veux dire, on ne savait même pas entre les gens
personne ne pouvait dire oui, mais toi, tu es un étranger. Donc, les gens se sont sentis ivoiriens. Et vous croisez parfois quelqu'un dans la rue qui vous dit, vous pensez qu'il est étranger, il te dit, mais moi, je suis plus ivoirien que toi. Parce que je suis né là, je connais la nourriture d'ici, tout ce que je fais, c'est ivoirien. Donc, il te dit, je suis plus ivoirien que toi. Maintenant, là où se pose le problème, c'est lorsqu'on passe de l'ivoirien ou de la citoyenneté sociale à la citoyenneté administrative, où il faut produire un document, soit parce que vous êtes allé à l'hôpital, soit parce que vous êtes en justice, soit parce, pour quelque raison que ce soit. C'est là, à ce moment-là, que se pose le problème. Donc, il faut produire un papier qui atteste, soit une pièce d'identité, soit un certificat de nationalité, soit un passeport, un élément documenté qui atteste de votre qualité d'ivoirien. Donc, dans ce complexe, dans cette procédure complexe, de nombreux recensements ont été faits. Et dans les recensements, vous avez des gens qui n'ont, comme je disais tout à l'heure, les questions des statistiques, il y a des gens qui fuient les statistiques. Lorsqu'il y a des périodes de recensement, les gens trouvent que bon, c'est pas très important. J'ai pas vraiment besoin de ça pour vivre en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des gens qui sont vraiment jamais sortis dans les statistiques. Donc, il faut qu'on sorte, il faut qu'on améliore les statistiques en Afrique de façon générale et ça va nous permettre de découvrir les vrais chiffres. L'autre élément, c'est que, pourquoi j'ai dit que c'était artificiel, beaucoup de ces jeunes ou de ces enfants qui se considèrent ivoiriens, qui en tout et pour tout sont en réalité ivoiriens et qui n'ont jamais véritablement déclaré et demandé la nationalité, beaucoup de personnes pensent que si effectivement la loi s'assouplit et qu'on leur donnait la nationalité, c'est sûr que le chiffre allait descendre. On passerait peut-être de 26% à peut-être 10% ou la chose. Donc en réalité, le taux peut être ramené plus bas que ça. Mais la grande crise, c'est autour de comment on leur donne cette nationalité, comment est-ce qu'on procède, sans, avec l'accord des Ivoiriens, bien sûr. Voilà. Donc, oui. Ah ouais. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, c'est que entre, par exemple, entre 1960 et 1989-90, sincèrement, personne ne se posait des questions sur le voisin. Euh, il peut s'appeler Ouedraogo, il peut s'appeler Boukari, il peut avoir le nom qu'il veut. Les gens mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Mais comme en tout je dirais, sur la base d'une théorie économique, c'est que lorsque vous avez une ressource qui se raréfie, c'est sûr que la compétition s'accroît autour de cette ressource. Et plus la compétition s'accroît, plus la redistribution de la ressource se restreint. Donc, à partir de ce moment-là, on commence à vouloir savoir qui a accès, qui a droit à la ressource, parce qu'elle devient rare. Donc, on commence à fouiller. Okay. Donc, c'est le problème des terres, par exemple. Donc, lorsque la crise économique depuis les années 80 se transforme en crise politique, donc avec les populations qui poussent les changements de régime, il faut passer des partis uniques aux partis démocratiques, je vais dire, dans cette connexion, dans cet angle-là, les gens commencent à demander, OK, qui a droit à la terre? Qui a droit aux emplois? Et qui a droit au pouvoir politique? En Côte d'Ivoire particulièrement, ça s'est décliné sous ces trois angles. La terre, qui est pour l'instant, parce que nous sommes des pays agricoles, qui est pour l'instant la principale richesse, la principale source
Donc, il y a des conflits énormes autour des terres. L'emploi, parce que avec la crise économique qui a perduré depuis le début des années 80 jusqu'à la fin des années 80, jusqu'à 89-90, les gens commencent à dire il y a un peu trop d'étrangers qui travaillent ici. Il y a un peu donc on commence exactement comme ça s'est passé en Afrique du Sud il n'y a pas très longtemps où beaucoup de Mozambicains ont été tués parce que les Sud-Africains ont pensé que les Mozambicains occupent leurs emplois. C'est aussi, parfois, ça s'est passé aussi dans le livre, je le dis, dans la France des années 1900. Donc, chaque fois, les étrangers constituent ce qu'on appelle les disjoncteurs dans la crise. Donc, ils deviennent plus ou moins euh, des, des éléments qui permettent de désamorcer une bombe. Elle peut être une bombe économique ou une bombe politique. Donc, on commence à les cibler comme étant les responsables. Ils deviennent ce qu'on appelle le bouc émissaire. Voilà. Et donc, on commence à fouiller. Et c'est à ce moment-là que on se dit, même si économiquement, on est obligé de partager les richesses avec les étrangers, ce qu'on ne veut pas et ce qu'on n'accepterait pas, pour parler particulièrement de la Côte d'Ivoire, c'est qu'un étranger devienne en plus président. Donc, il faut restreindre au maximum, il faut vraiment contrôler l'accès du pouvoir politique, de sorte que si les étrangers nous dominent déjà au plan économique et au plan social, qui ne nous domine pas politiquement. Donc, toute la crise ivoirienne se concentre aussi à ce niveau-là. Parce qu'on ne veut pas d'un étranger à la tête du pouvoir politique. Et donc, on renforce les lois d'élection. Et comme je l'ai dit, puisqu'on n'a jamais vraiment fait la différence entre qui est étranger et qui est ivoirien, lorsque la démocratie s'installe, il faut constituer le corps électoral. Et le corps électoral, on le constitue sur la base du recensement qui est fait. Donc, on commence à chercher qui peut voter et qui ne peut pas voter. Parce que l'enjeu devient maintenant, je veux dire, l'identité n'est pas seulement une identité civile pour aller à l'école ou pour aller faire son commerce, mais il devient un électeur. Donc, est-ce qu'il a le droit d'être électeur? S'il est électeur, si beaucoup d'étrangers sont électeurs, il pourrait donner le pouvoir à un étranger, ce qu'on ne veut pas. Donc, on commence à faire attention aux questions de fraude sur la nationalité, aux questions de fraude sur l'identité. Donc, c'est à ce moment-là. Et le cas particulier de la Côte d'Ivoire, c'est que pendant 20 ans, Houphouët-Boigny a décidé, en Côte d'Ivoire, donc Houphouët-Boigny, c'est le premier président ivoirien, et ça, c'est un cas particulier de la Côte d'Ivoire. Pendant 20 ans, les étrangers ouest-africains ont pris part au vote. Pas seulement pour les communales, pas seulement pour les élections locales, mais pour les élections présidentielles. Et ça, les Ivoiriens ont voulu qu'on mette un terme à cela. Parce qu'aucun Ivoirien ne prenait part aux élections au Burkina Faso, au Sénégal. Donc c'était une particularité ivoirienne. Mais ce qui est plus grave, c'est que cette particularité ivoirienne, comme je le disais tantôt, elle ne repose sur aucun cadre légal constitutionnel. Houphouët a décidé au cours d'un... C'était sous les partis uniques, il était tout puissant, c'était le régime autoritaire, il a décidé que les étrangers pouvaient voter. Mais aucun autre pays dans la sous-région ne faisait l'inverse. Donc, autour des années 90, les Ivoiriens ont dit, bon, il y a eu 20 ans d'exception, maintenant ce qu'on veut, les étrangers ne doivent plus voter. Mais si les étrangers ne doivent pas voter, qui est étranger, qui est ivoirien? Voilà la question. Donc, moi particulièrement, peut-être par mon nom, des gens ne duteraient pas. Ils diraient, oh oui, quand il dit Alfred Babo, c'est qu'il est... Quand il dit Babo, il est ivoirien. Mais la situation de la Côte d'Ivoire, c'est que entre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, vous avez exactement des groupes ethniques qui sont sur les frontières. Donc, vous avez, quand vous prenez le groupe Bambara, il est à la fois au Mali, une partie au Burkina, une partie au Guinée. Donc, lorsque vous croisez un Ouattara Boukari, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas savoir d'emblée
s'il est ivoirien, malien, burkinabé ou guinéen. Donc la question est devenue encore plus compliquée. Merci beaucoup à vous deux. Je vais poser avec plaisir. J'ai beaucoup de questions. Mais pour l'instant, je suis curieuse d'entendre plus sur la présidence, particulièrement sur le conseil d'enfants. Je conduis à la recherche au Niger. Et je m'intéresse beaucoup comment le Côte d'Ivoire a vraiment invité les enfants dans les années 60 et 70. Et ça me frappe que c'était une stratégie, comme vous avez dit, mais il y avait une structure dans le conseil d'enfants. Oui. Oui, il faut dire que, par exemple, dans le chapitre 2, ce que je décris, c'est que Houphouët-Boigny, il a certainement imposé un certain nombre de choses aux populations ivoiriennes, mais parfois, il a fait face à une sorte... C'est vrai qu'on était dans un régime fort, mais parfois, il a fait face à des oppositions de son propre camp, du parti unique. Et un des exemples, ça concerne ce qu'il a appelé la double nationalité. Donc, il a fait le projet, il a voulu que les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, enfin les étrangers ouest-africains qui sont en Côte d'Ivoire, puissent bénéficier de leur nationalité d'origine. Et ils pouvaient bénéficier de la nationalité ivoirienne. Donc, il a imposé, enfin, il a utilisé comme cadre des références le Conseil de l'Entente. Donc, le Conseil de l'Entente, Houphouët l'a un peu mis pratiquement sur pied dans cette logique-là. Parce que quand il a demandé cette double nationalité, les Ivoiriens, le Parlement ivoirien et le parti dont il était le chef a refusé cela. Comme je le disais, on était dans une situation où seule la Côte d'Ivoire avait de l'attrait. Donc, attirait beaucoup de monde. Par exemple, bien sûr. En Côte d'Ivoire, oui. Bien sûr. Donc, il y avait une concentration, ce qu'on a toujours appelé la Côte d'Ivoire étant un peu le point carré, le précaré de la France. La Côte d'Ivoire était quand même, on va dire, très cajolée de la politique française, hein, n'est-ce pas? Donc, et puis Houphouët-Boigny aussi a vraiment bien joué à ce jeu, des liens assez particuliers. Houphouët-Boigny, pour être bref, a été ministre dans le gouvernement français pendant longtemps. Il a été ministre dans le gouvernement français. Donc, il n'est pas simplement juste un président ivoirien, mais il a quand même eu des liens très forts avec la France, ce qui a fait que, bon. Et il croyait dans le fait que la politique coloniale développée avec la présence des étrangers pouvait permettre à son régime de résister. Parce que pour lui, au plan économique ou social, il préférait avoir beaucoup d'étrangers dans le secteur du travail que d'avoir des Ivoiriens qui, petit à petit, avec l'université et tout ça, allaient commencer à avoir des velléités de syndicalistes. Donc, plus vous avez des étrangers, mieux vous les contrôlez et votre régime est tranquille. Voilà, donc il était suffisamment fin et assez intelligent pour jouer sur ces tableaux. Donc, voilà comment, et pour lui, le Conseil de l'Entente devait mettre ces 8 pays, ça devait mettre les ressortissants de ces pays à l'aise en Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent faire du commerce, il n'y a aucune restriction. C'est ce qu'ils voulaient. Mais les Ivoiriens ont refusé cela. Les Ivoiriens ont dit qu'ils ne veulent pas d'un système qui superpose et qui n'est pas très clair. Donc, ils ont refusé la double nationalité. Et pendant longtemps, ce qui avait été, sa tentative, c'était quoi? Ce qui avait été refusé par le haut, donc dans le Conseil de l'Entente, il a imposé un peu par le bas en disant aux gens, OK, vous avez refusé qu'ils aient la double nationalité, mais moi, je permets qu'ils votent.
Vous comprenez? Donc, là où son propre parti a dit non, où les Ivoiriens ont dit non, il est passé plus tard pour dire, maintenant ils peuvent voter. Donc, quel est le droit le plus, je vais dire, peut-être le plus élevé, si ce n'est le droit de vote? Des gens qui peuvent prendre part au vote dans un pays, pas seulement le vote, comme je disais, des élections locales, mais même les votes présidentiels, pour eux, c'est le droit d'intégration le plus élevé. Si je peux prendre part aux élections dans un pays, mon intégration est achevée. Donc, après, quand on prend part au vote, à un moment donné, on vise soi-même aussi. Parce que quand on est électeur, on peut devenir élu. Donc, voilà un peu comment le conseil d'entente a été plus ou moins utilisé dans ce sens-là. Vous pouvez, mais voilà. Je voudrais vraiment remercier Ikam pour avoir accepté de faire cette discussion sur mon livre. Merci beaucoup. Et puis remercier Global Studies, Greg, Gianni, tous mes collègues qui sont venus. Je suis vraiment content que vous soyez venus à cette discussion. Beaucoup de personnes me demandent d'essayer de faire l'effort de le traduire en anglais. Mais je sais que beaucoup aussi ont fait des efforts parmi vous pour le lire, même s'il est, je pense à Suzanne. Merci beaucoup. Merci.